Bonjour à tous. Alors, quand on m'a demandé de faire une présentation en TED, j'ai dit « Oh, bah aucun problème, j'en fais tellement, il n'y a pas de souci. » Et puis on m'a donné un coach. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il veut me donner un coach ?» Alors Salah est venu me voir, il m'a dit « Vas-y, montre-moi ta présentation. » Parce qu'il parle un peu comme ça, Salah. Alors j'ai dit « Ok, bah, je te la montre. » Et il me dit « Mais Luc, ça va pas du tout, il faut que tu parles de toi, il ne faut pas que tu parles que de ton boulot, c'est de toi qu'il faut que tu parles. » Bon, alors je vais parler de moi, puisque Salah le voulait et que j'aime bien faire plaisir à Salah. Et je vais vous parler de l'histoire d'un jeune homme qui a commencé il y a pas mal de temps, mais qui est une histoire assez banale finalement au début, puisque mon histoire commence dans le centre de la France, à Bourgueil, un village qui est bien connu pour son vin. Et dans ce petit village, à 5 ans, c'est moi là sur la photo. Alors, pourquoi je vous montre une image de moi à 5 ans ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui on est en Alsace, et que regardez sur le fond de la classe, il y a des cigognes. Voilà. Mais en fait, à 5 ans, j'avais un rêve d'enfant, qui était de sauver des vies. Alors vous allez me dire, oui, sauver des vies, rêve d'enfant, c'est assez classique quand même. Hein, tu vas pas faire un TED là-dessus, parce que sinon, sauver des vies, vous savez, tous les enfants ont envie de devenir des super-héros, voire des pompiers. Alors moi, j'avais une petite particularité quand même, parce que je ne voulais pas devenir pompier, je voulais devenir chirurgien. Alors évidemment, comme je voulais devenir chirurgien, j'ai fait mes études en médecine, je suis allé à la faculté de Tours, qui était dans la même région. Et à Tours, j'ai commencé ma première année. Je n'ai pas eu une super note en français, j'ai eu 6 sur 30. Alors du coup, j'ai raté ma première année, ce qui était très bien, parce que du coup, ça m'a permis de devoir faire une deuxième première année. Et entre les deux, au lieu d'aller en vacances ou de travailler, comme faisaient d'autres étudiants, je suis allé voir un chirurgien qui s'appelait le docteur Lacombe. Et ce docteur Lacombe, en fait, avait opéré ma petite sœur quelques années auparavant dans ce service de chirurgie pédiatrique, service de chirurgie pédiatrique digestive. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de me prendre dans votre service pendant l'été, parce que moi, j'aimerais être chirurgien plus tard. Alors il me dit, venez. Et donc je vais, pendant tout cet été merveilleux, dans ce service. Alors là, j'y ai tout découvert. J'avais à l'époque que 18 ans. Et j'ai d'abord découvert si ce métier, que je pensais idéal, était vraiment chouette. Et franchement, il était vraiment chouette. C'était très dur techniquement, là, je voyais comment ils opéraient, j'ai pu réaliser cette capacité à la fois d'abnégation pour les patients, mais aussi surtout de technique et d'humanité. Et puis surtout, quand j'avais que 18 ans, moi j'ai découvert à ce moment-là réellement ce qu'était la vie et le combat aussi contre la mort. J'ai découvert ces enfants merveilleux, pleins de vie, alors qu'ils se battent contre des maladies incroyables. Malheureusement, il faut le dire, j'ai aussi découvert la mort. Et c'est difficile. Alors, j'ai aussi découvert et surtout admiré leur courage exemplaire. J'ai découvert plutôt admiré l'amour de ses parents qui les encadrent, du service soignant. Les personnels soignants sont merveilleux. Et évidemment, tout ça, c'était un tout. Les vrais héros de ces services, ce sont les malades. Les vrais héros, ce sont leurs familles. Et nous, on est là juste pour les aider. Et j'ai découvert ça en allant au bloc. Et vous voyez, le bloc, il est bleu. Alors pourquoi il est bleu ? Parce que moi, en fait, là-dedans, j'étais comme un poisson dans l'eau. Dans un bloc, je suis juste bien. Et à la fin de ces 3 mois, le docteur Lacombe m'a proposé quelque chose d'assez inouï. Il m'a dit, tu vas faire 2 opérations en duo. Ça veut dire quoi en duo ? C'est-à-dire que moi, j'étais le deuxième, il y avait l'interne qui opérait, lui regardait ce qui se passait, et je devais placer les instruments, déplacer les organes, des trucs assez basiques. Mais quand vous êtes en première année de médecine et que vous avez assez raté, oui, assez basique. Si vous faites de la cuisine, vous verrez, c'est un peu pareil. Donc, à l'issue de ces 2 opérations, en fait, je m'étais rendu compte que, 1, j'étais doué pour être chirurgien, que 2, j'étais vraiment super bon en tant que chirurgien et que je serais un génial chirurgien. Mon avenir était tout tracé, la chirurgie, c'était bon. J'avais touché à mon rêve du doigt, je savais que ça serait mon avenir. Et donc, je fais ma 2e année, et là, 7 sur 30 en français. Alors, vous allez dire pourquoi il y a du français en médecine. Moi aussi, je me pose la question, parce que, évidemment... Et alors, évidemment, là, c'est un peu difficile, parce que quand vous avez un objectif dans la vie, que c'est facile, vous êtes tout tracé, votre avenir est tout tracé, et que vous avez un 7 sur 30 qui vous bloque, alors qu'un 10 sur 30, vous passiez, c'est difficile de repartir. Alors, je me suis battu, j'ai voulu, évidemment, faire une 3e année. C'était juste pas possible, cette 3e année. Alors ensuite, j'ai essayé de faire autre chose. Je me suis dit, tiens, le service aux armées. J'étais prêt à faire l'armée pour pouvoir faire médecine, sauver des vies. Vous voyez le concept ? Tout simplement parce que le service aux armées, ils avaient une université un peu indépendante. Ceci dit, après 2 années de médecine, c'était juste pas possible.
Alors en fait, là, j'ai fait exprès de tomber, hein. Sauf que personne n'était au courant. Et vous voyez ce qui se passe quand on tombe? Ben, y a quelqu'un qui vient vous aider à vous relever. Et ça arrive dès les premiers pas de l'enfance. Et les premières personnes qui vous aident à vous relever quand vous tombez, ce sont vos parents. Et ça a été pareil pour moi. Ils m'ont aidé à me relever et ils m'ont fait comprendre une chose importante. Apprendre à marcher, c'est d'abord apprendre à se relever. Et ça, c'est vraiment important. Il faut accepter la main tendue et après, il faut avoir un objectif pour avancer une fois qu'on s'est relevé. Et là, mon problème, il était important. C'est que j'avais plus d'objectif. Alors, j'ai appris la guitare, j'ai joué de la guitare. Je me suis dit, je ne vais pas faire beaucoup d'argent parce que les gens vont me donner de l'argent juste pour que j'arrête de jouer, mais à part ça, on ne va pas le faire. J'ai joué au tennis, j'ai été prof de tennis. Je sais qu'il y en a qui me disent, t'es sûr? Parce que quand même, là... Bon. Et au final, j'ai fait la seule chose qui me semblait intéressante, puisque la médecine, malheureusement pour moi, c'était fini. J'ai fait une croix dessus et j'ai décidé de faire de l'informatique. Pourquoi de l'informatique? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était mon loisir. Alors je sais, peut-être dans la salle, il y a des enfants qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ou plutôt leurs parents, et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ne feront jamais rien de leur vie. En fait, grâce à ça, moi, j'ai fait quelque chose de ma vie, puisque vous voyez, à l'époque, j'ai fait la fac de sciences de Tours, où il y avait une option informatique. Et à l'époque, vous voyez, c'était des cartes perforées qu'on apprenait pour programmer. Mon ordinateur de l'époque, c'était cet ordinateur, il avait 8 couleurs, c'était génial. C'était le double d'un IBM PC quand même. Et avec ça, j'ai pu développer des jeux vidéo sympas. Donc ça, c'était mon loisir. C'était pas ma passion, c'était mon loisir. Et c'était pas mal. Alors je me suis dit, bon, bah, c'est mieux que rien, je vais faire mon métier de mon loisir, sans savoir vraiment d'ailleurs ce que j'allais en faire. Et donc j'ai fait cette fac de sciences, j'ai eu 16 sur 20 en français. Et après un 19 en maths et un 20 en informatique, j'ai été recruté directement à l'école des hautes études en informatique à Paris. Et en troisième année, il fallait faire un DEA. Et j'ai choisi de faire le DEA à d'Orsay, dans lequel il y avait un professeur, le professeur Nicolas Yache, qui donnait une option qui s'appelait informatique médicale. Mais ça, je ne le savais pas quand je suis allé à Paris. Je l'ai appris au moment où j'ai choisi de faire le DEA à d'Orsay. Juste par bravade d'ailleurs, parce que c'était censé être le plus dur. Alors j'ai été voir son option, et il nous montre un cerveau en 3D, et il nous explique à la fin de sa présentation, qui était géniale, qu'il cherche quelqu'un, un stagiaire, pour développer un simulateur de chirurgie digestive sur le foie. Et si vous vous rappelez le début de mon histoire, eh bien j'étais dans un service de chirurgie digestive. Donc je vais le voir, je lui dis je suis le seul candidat que vous aurez qui a fait ça, donc je suis forcément le meilleur candidat. Et du coup, il m'a recruté. Je suis parti donc à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, c'était plutôt agréable. Et à Sophia Antipolis, où était son laboratoire de l'INRIA, j'ai commencé mon stage avec ce développement. Et vous voyez, à l'époque, j'étais un peu plus maigre, mais surtout, le casque, lui, était beaucoup plus gros. Ça s'est inversé avec le temps. Les casques sont plus petits. Et à la fin de mon stage, je suis parti faire le service militaire. Alors, le service militaire, à mon retour, le professeur Maresco, Jacques Maresco, que vous connaissez peut-être, qui a créé l'IRCAD, l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, en 1994, il avait obtenu un financement européen et il proposait une bourse de thèse pour faire la thèse donc, dans l'équipe de Nicolas Yache. J'ai eu cette bourse de thèse, c'est lui qui a choisi, et donc j'ai commencé à développer ma thèse sur de la chirurgie assistée par ordinateur. Le problème, c'est que c'était deux mondes qui ne se connaissaient pas du tout, l'informatique et le médical, ils avaient beaucoup de mal à communiquer. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà rencontré celle qui sera ma future épouse et qui l'est aujourd'hui, la mère de mes enfants, qui m'a beaucoup aidé, tout simplement parce que je voulais qu'elle comprenne ce qu'on faisait. Or, elle n'était ni du monde informatique, ni du monde médical. Aujourd'hui, elle est prof de français, vous voyez les liens. Ce qui est très pratique dans mon cas. Donc, pour qu'elle comprenne ce que je faisais, j'ai vulgarisé mon discours. J'ai commencé à faire des explications de ce qu'était l'informatique, de ce qu'était le médical, dans un langage qu'elle pouvait comprendre. Résultat des courses, les médecins ont compris ce que je faisais en informatique et les informaticiens ont compris ce que je faisais en médecine. Je venais de créer un pont entre ces deux mondes, et ce pont, qui m'a permis de faire des choses un peu originales, eh bien, ça a été la force de ma thèse, puisqu'à la fin, j'ai obtenu les félicitations du jury du DEA d'Orsay, qui était une des dernières félicitations qui avait été données par cette université. Alors à la fin de ma thèse, le professeur Maresco me propose un poste pour créer ma propre équipe de recherche. Il me propose ce poste, il était en concurrence avec la Société Générale Électrique qui me proposait un poste de chercheur. Alors,
ce qui a vraiment fait la différence, c'est que le professeur Maresco, il me disait que tu travailleras dans le médical avec moi. Et la première chose que j'ai fait, c'est de passer un diplôme universitaire de chirurgie au sein de l'Institut. Et ça, évidemment, c'était vraiment génial. Le deuxième énorme cadeau que m'a fait Jacques Maresco, c'est qu'il m'a permis, 1 an jour pour jour après la soutenance de ma thèse, de présenter mes travaux à l'Académie de chirurgie. Parce que ma thèse, en fait, c'était le mélange de l'anatomie et de l'informatique. Mon jury de thèse était mixte entre informatique et médical. Et quand j'ai présenté mes travaux devant Bismuth, qui a créé la chirurgie du foie, j'ai expliqué que l'anatomie du foie de Quinault était fausse. En fait, dans 33% des cas minimum, on entraînait des erreurs qui pouvaient être évidemment un vrai problème pour l'opération du patient. Et qu'en utilisant l'informatique, on corrigeait ce problème. À la fin de mon talk, Bismuth demande à Quinault « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que moi, je ne savais pas que Quinault était dans la salle. Quinault, c'est celui qui a inventé l'anatomie du foie et que je venais de critiquer. Au passage, tout le monde dans le monde entier utilisait l'anatomie de Quinault. Et il s'est levé. Alors je me suis dit, il va venir mettre une claque. En fait, pas du tout. Il a dit, dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, on puisse faire ce que vous avez fait. Et il m'a offert ses livres, dédicacés, et il m'a félicité. Ce qui, pour le petit étudiant en médecine qui avait raté médecine, se retrouver dans l'académie de chirurgie félicité par ses pairs, était évidemment un encouragement à poursuivre sur ce chemin de différence, puisqu'évidemment j'étais différent, j'avais fait un chemin différent, j'avais trouvé une porte de sortie, ou plutôt une porte d'entrée dans un monde qui m'avait refusé avec sa limite habituelle. Et grâce à ça, j'ai pu continuer mon chemin en devenant d'abord professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, associé à l'équipe du professeur Maresco, dès l'année suivante, à 30 ans, ce qui est, paraît-il, assez jeune. Alors, ce n'est pas forcément ça qui est le plus spectaculaire, puisque en fait, je ne suis toujours pas médecin, et je ne le serai jamais, mais je suis professeur en médecine. En fait, je suis une sorte de chirurgien virtuel, si vous voulez. Je dis d'ailleurs souvent en plaisantant, c'est pour ça que je suis en train de faire des robots qui vont automatiser la chirurgie pour remplacer les chirurgiens, parce qu'ils n'ont pas voulu de moi. La réalité, c'est qu'à partir de là, j'ai donné la chance à d'autres personnes. On a créé cette équipe que voulait Jacques Maresco. On a commencé par 3, et puis l'équipe a grossi progressivement, un peu comme moi, mais absolument, je fais un régime. Et au final, vous voyez, ça, c'est l'équipe actuelle. Et ensemble, avec cette équipe, qui est une composition de personnalités exceptionnelles et de capacités exceptionnelles, on a commencé à révolutionner la médecine que l'on connaissait. On a mélangé ces deux mondes, et on a introduit l'ordinateur au bloc opératoire. Aujourd'hui, avec ce qu'on a développé, on peut voir le patient comme ça, comme un hologramme, avec un casque de réalité virtuelle. Et ça, c'est la copie virtuelle du patient que vous voyez. C'est-à-dire que ce n'est pas une anatomie moyenne, c'est l'anatomie de ce patient, parce que tous les patients sont différents, comme tous les êtres humains, finalement, sur cette terre sont différents. Et la force de ce système, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pendant l'opération pour voir à travers le patient. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Ça sert à sauver des vies, qui est toujours et qui restera toujours mon rêve. L'image que vous voyez à l'écran, c'est l'image d'un enfant de 6 mois. La tache verte, c'est une grosse tumeur. Sans le programme, l'opération aurait duré entre 4 et 7 heures. Le chirurgien, en fait, ne savait pas trop. Avec la copie virtuelle que vous voyez là, il a pu s'entraîner avant l'opération sur sa copie conforme, et au final, l'opération a duré 40 minutes, et évidemment, l'enfant a été sauvé. Ce deuxième exemple, que vous voyez maintenant à l'écran, c'est une tumeur qui n'est pas dans l'appareil digestif, mais qui est une tumeur des poumons. Et cet enfant avait un diagnostic qui était une atrésie, c'est le mot un peu compliqué, qui bouchait évidemment les bronches. Et vous voyez en fait ici, il pensait que la zone à découper, c'était la zone en jaune, la partie supérieure du poumon droit. Mais avec le logiciel, quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, ce qu'il faut retirer, c'est la petite partie en bleu. Les chirurgiens allaient retirer la mauvaise partie et laisser en place la pathologie. Grâce au logiciel, il a été bien soigné. Et enfin, un dernier exemple avec cet enfant qui était tout simplement non opérable. Il a 3 mois. Et vous voyez les taches dans le corps en bas, eh bien, ce sont la pathologie. Mais c'est quasi impossible de comprendre sa vascularisation. Avec la cartographie 3D, avec cette modélisation propre au patient, on peut le voir là en 3 dimensions. On va le faire tourner, on va regarder le dos du patient. Et là, on voit apparaître très nettement en vert les 2 pathologies qu'il faut retirer et leur vascularisation. Résultat, l'enfant a non seulement été opéré, mais il a été aussi guéri. Ce ne sont que 3 exemples parmi beaucoup, beaucoup d'exemples. Et donc, je ne serai jamais chirurgien dans ma vie. Mais mon rêve, ce n'était pas d'être chirurgien, c'était de sauver des vies. Alors, ce qu'il faut retenir de ma petite histoire, il n'y a pas de limite
qui ne puisse être franchi si l'on croit en ses rêves. Merci.